Alors vous vous imaginiez en pleine forme, portant fièrement vos rondeurs de femme enceinte, comme Demi, Britney ou Gisèle en une des magazines. Mais la réalité, c'est que vous êtes assaillis par une multitude de petits désagréments qui rendent votre quotidien ultra pénible. Insomnie, nausées, fatigue, mal de dos et j'en passe. Pas forcément des meilleurs, Vincent, mais j'ai décidé de vous épargner un petit peu. Ce matin, ce n'est pas du sexisme, Brigitte, c'est simplement que Vincent n'aime pas qu'on parle de varices vulvaires. Ah, mais c'est pas vrai! Sinon, il tourne de l'œil, c'est tout. Nathalie, elles en disent quoi, nos maternautes? Pensez-vous que les petits mots empêchent de profiter pleinement de la grossesse? Vous ne serez pas surpris. Oui, à 65%, non à 35%. J'imagine que ces chiffres corroborent peut-être le nombre de femmes qui vivent des maux de la grossesse. C'est ça, les 35% n'ont jamais vomi, par exemple. Exactement. C'est possible en tout cas. À suivre. Eh bien, ces petits mots, on va en faire le tour et leur régler leur compte. Pas plus tard que maintenant, Nathalie, on va rejoindre nos invités. Merci beaucoup, Brigitte Grésy, d'avoir été avec nous ce matin. On accueille nos invités. Je commence par Julie. Bonjour Julie, bienvenue à vous. Vous venez d'Île-de-France. Vous êtes la maman d'Alicia qui a 2 ans et demi et de Gabriel qui a 3 mois, qui vient d'ouvrir les yeux. Peut-être que j'ai parlé un peu fort. Votre première grossesse est super bien passée, mais votre deuxième a été beaucoup plus compliquée. Vous avez souffert de nombreuses nausées et aussi d'insomnie. Vous nous direz ce qui a été différent entre vos 2 grossesses. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Sarah, bienvenue à vous également. Vous venez aussi d'Île-de-France. Vous êtes la maman d'Élie, votre petit garçon de 2 ans et demi, et vous êtes enceinte de 7 mois, c'est ça? Félicitations à vous. Même si pour vous, grossesse rythme avec grosse galère, vous avez mal partout, mais vous prenez ça, on le voit, avec le sourire. Vous allez nous raconter tout cela pendant cette émission. Chantal Birman, bonjour. Vous êtes sage-femme, auteure de l'ouvrage Au Monde qui est ressorti aux éditions Point, et aussi du DVD Ma préparation à la naissance, signé Chantal Birman. Nous sommes ravis de vous revoir au maternel. On avait Brigitte Grésy à l'instant. Je rappelle que vous êtes probablement la seule sage-femme pour l'instant à être un peu épinglée du côté de la Légion d'honneur. Donc voilà, bravo. Alors, pour venir à notre sujet, il y a eu une réaction de Mathilde sur Facebook, sur nos réseaux, qui nous disait « Je ne sais pas vraiment s'il y a une grossesse idyllique, ça dépend de l'acceptation des changements, aussi bien physiques que psychologiques, qu'apporte une grossesse. » On voit là déjà une réflexion qui est très en cours. Pourquoi finalement certaines femmes, plutôt que d'autres, en fait, sont sensibles à ces maux de la grossesse? Et même sur une même femme, selon les grossesses, elle ne va pas vivre les choses de la même façon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des grosses transformations du corps des femmes pendant les grossesses. La multiplication cellulaire sur les 8 premières semaines, c'est énorme, c'est une explosion cellulaire. Pour pouvoir faire cette explosion cellulaire, il va falloir oxygéner les cellules de la femme et donc de l'œuf, c'est-à-dire du placenta, du bébé et de l'eau. Et pour pouvoir faire tout ça, eh bien, la femme, avec ses propres cellules, va être obligée d'oxygéner ces cellules-là. Et donc, elle va hémodiluer son sang, c'est-à-dire qu'elle va arriver à une grosse anémie pendant la grossesse. Cette grosse anémie va entraîner que pour compenser cette anémie, elle va accélérer son cœur. Le rythme cardiaque d'une femme à partir de 6 mois de grossesse, par exemple, pour vous donner une idée, c'est le rythme cardiaque de quelqu'un qui serait sur une marche rapide jour et nuit. Oh là, c'est crevant. Donc c'est juste pour vous dire que oui, forcément, on est fatigué. Donc la dernière consultation de grossesse, elles viennent, les femmes, elles vous disent « j'en peux plus, je suis crevée, et qu'est-ce que je peux faire ?» Accoucher. Et pourquoi il y a des femmes pour qui ça passe comme ça? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi il y a des femmes qui me disent « mais non, moi je suis très en forme, elle monte !» Non, elle ne mentent pas. Alors, tous les corps se transforment en gros à peu près de la même façon. On va accepter les grossesses gémellaires, etc. Par contre, la façon de vivre ces transformations va être extrêmement différente d'une femme à l'autre, selon son histoire, mais même sur le même corps de femme, d'une grossesse à l'autre. Ouais. C'est fou. Alors Julie, votre fille aînée Alicia a donc 2 ans et demi.
Oh, mais me regarde pas comme ça, Gabrielle. Ah, c'est trop mignon. Elle est adorable, votre fille. Elle hésite entre le sommeil et je vous capte. Elle est absolument magnifique. Donc Alicia, qu'on n'a pas sur le plateau, mais a donc 2 ans et demi. Et pour elle, vous avez eu une grossesse, mais alors idyllique. Par contre, pour toi, Gabrielle, la grossesse, ça n'a pas été super facile, voire très compliqué. Dès le test de grossesse positif, en fait, vous avez commencé à ressentir des nausées directes. Racontez-nous. Oui, donc j'avais beaucoup de nausées du matin au soir, beaucoup d'indigestion, une sensation de mal-être permanent. Je me levais, j'étais mal jusqu'au coucher. Et ça a duré 2 mois et demi, 2 bons mois et demi. Comme si on avait mangé quelque chose de pas frais. C'est ça, voilà. C'est en fait comme si je me réveillais chaque matin et que je mangeais un œuf pas frais et que je le payais toute la journée. Et le soir, je me couchais. Et c'était rebelote tout le long. Pendant 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi. C'est long. Et qu'est-ce que vous avez essayé, vous, pour soulager justement ces nausées? Alors, je suis allée sur les forums pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et en fait, donc c'était de l'eau gazeuse, par exemple, boire beaucoup d'eau gazeuse. Avant de mettre un pied au sol, me prendre des petits biscuits secs, fractionner les repas. Ça a marché, mais pas tant que ça finalement. Et sur la fin, j'avais trouvé un traitement en fait à base de gingembre bio. Apparemment, ça marchait bien. Donc c'est des gélules. Et alors, ça a marché sur vous ou pas? Ça a marché pour les nausées, mais comme j'avais pas que ça, j'avais aussi des remontées acides, des ballonnements, enfin voilà, tout le bazar. Ça a marché sur les nausées, pas sur le reste. Mais bon, ça a quand même un petit peu marché. Mais alors du coup, comment vous avez vécu cette grossesse, vous, avec tous ces mots partout Très mal. Le début a été très très mal vécu. Je comprenais pas ce qui se passait parce que pour Alicia, j'avais pas du tout eu ça, mais alors absolument pas. Là, ça m'est tombé dessus d'un coup, même si je savais que ça existait, je pensais pas que c'était à ce point et que c'était aussi fort. Donc je l'ai très très mal vécu. J'étais déconnectée complètement de la grossesse. Ah oui, vous ne pensiez plus trop à votre bébé en tant que tel? Non, pas du tout. Pour moi, c'était pas un bébé. Il y avait quelque chose qui était en train de me manger les tripes d'intérieur. Comme un virus, un parasite. Voilà, c'est ça. C'était très péjoratif. Quand on voit la tête du parasite. Oui, voilà. Donc maintenant, c'est plus du tout ça. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Je l'ai très très mal vécu. Sarah, donc vous avez un petit garçon de 2 ans et demi, Élie, et vous êtes actuellement enceinte de 7 mois. Et alors vous, les petits mots de la grossesse, pareil, ça vous connaît. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé au début de vos 2 grossesses? Alors, pour mes 2 grossesses, il s'est passé un petit peu la même chose au début. Donc, peut-être encore plus que des nausées, moi j'allais jusqu'au bout. Et j'ai fait un tête-à-tête de 4 mois avec la cuvette des toilettes. C'est pas vrai. Jour et nuit. Donc plusieurs fois par jour? Oui, voilà. C'était incessant, quoi que je mange, même si je mangeais rien. Voilà. Quelle horreur. Ouais. Et alors vous, qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour soulager tout ça? Alors la première grossesse, j'ai pris ça en fait un peu comme une fatalité parce que effectivement c'est connu, c'est de notoriété publique. Les femmes au début ont des nausées, voire vomissent. Et la deuxième grossesse, j'ai pris les choses un peu plus en main en me disant cette fois-ci je me laisserai pas faire. Et je suis allée voir une acupunctrice. J'avais entendu dire que l'acupuncture pouvait soulager ça. Et effectivement, elle m'a vraiment beaucoup aidée parce que du coup, les vomissements se sont plutôt transformés en nausées. Donc, j'allais pas jusqu'au bout du processus. Et voilà, j'arrivais à garder un petit déjeuner toute la journée. D'accord, c'était pas très agréable, mais c'était beaucoup plus supportable que lors de la première grossesse en tout cas. Voilà, après je sais pas si pour comparer vraiment si on peut donner une échelle de tolérance, mais bon, en tout cas ça allait mieux quoi. Voilà, j'avais pas l'œsophage complètement brûlé pendant 4 mois. Alors je crois qu'il y a des odeurs aussi qui vous ont été insupportables. Oui, alors c'est marrant, surtout pour la première grossesse, l'odeur de la lessive par exemple. J'ai dû changer de lessive. Ah bon? Parce que je ne pouvais plus rentrer dans mon appartement alors que le linge séchait. J'allais tout de suite vomir. Cette lessive, en plus... En plus, il fallait refaire une lessive. Oui. C'est infernal. Et dès que je la sentais, dès que je la croisais, c'est une lessive en plus bon marché, utilisée par pas mal de personnes, me provoquait cette réaction. Et même 3 ans après, puisque c'était pour ma première grossesse, je ne peux toujours plus sentir cette lessive. Cette lessive, vous êtes dégoûtée? Dégoûtée complètement. Donc j'ai changé. Un jour, je suis allée au supermarché, j'ai ouvert tous les bidons de lessive et j'ai senti laquelle sur laquelle vous ne vomissiez pas. Voilà. Et je crois que vous avez été dégoûtée, ça m'a beaucoup étonnée quand j'ai lu votre histoire, par la salade verte. Oui. C'est pas d'odeur, la salade, si? Alors, a priori, pour moi, la salade n'avait aucune odeur. Jusqu'au jour où, au moment où j'épluche la salade, je la lave comme il faut, etc., je prends conscience que la salade a une odeur terrible.
Mince. Et c'est vrai que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se figurer à quel point on est dérangé par certaines odeurs. Bon, il y avait le poulet rôti, je crois aussi. Enfin, Le il y avait poulet beaucoup de rôti. choses qui vous ont gêné en termes d'odeur. Voilà. Alors, Chantal Birman, on va essayer de prendre les choses une par une. On va commencer par ces fameuses nausées traditionnelles. À quoi elles sont dues et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'atténuer l'affaire? D'accord. Alors, c'est essentiellement dû, on va dire, à la béance du cardia et du pylore, qui sont les deux muscles qui ferment l'estomac. Et pendant la grossesse, ces muscles vont devenir un peu béants. S'écarter. Ils c'est ça s'écartent, voilà. Ouais. Ils se serrent moins, ce qui fait qu'il y a des remontées. Voilà. Mais Merci. pour toutes les femmes, hein, c'est-à-dire, voilà. Donc, alors après, il y a aussi une hypersensibilité et au goût et aux odeurs qui vont se trouver, et ça, c'est davantage hormonal. Donc, c'est plus en rapport avec les hormones. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Manger fractionné, c'est ce que vous disiez. Oui, elle a dit là. manger fractionné, le gingembre, l'eau citronnée aussi, c'est une des choses qu'on peut demander. Ou citronnée, c'est ça? Oui, Parce que vous, c'était gazeuse ou citronnée, Ah, oui, ouais. tout à fait. Ça, c'est tous les petits trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les traitements homéopathiques, comme vous avez dit, l'acupuncture. Manger avant de se lever, un petit biscuit, on entendait. Oui, ça peut. En même temps, certains biscuits, il y a certaines femmes qui vont avoir des nausées encore dessus. plus. Et en plus, il faut voir avec la personne, c'est-à-dire que c'est à chaque fois individuel. Oui. Mais moi, je dirais quand même que à chaque fois, c'est une expression corporelle. Et que peut-être réfléchir avec la femme, et c'est peut-être ça l'accompagnement d'une sage-femme, qu'est-ce qui veut dire le corps quand il fait ça? Une fois qu'on a expliqué tout ça, et une fois évidemment qu'on a donné les petits trucs, mais c'est quand même des petits trucs. Et c'est peut-être intéressant d'essayer d'avoir une autre lecture que la lecture symptôme, je barre le symptôme avec un petit machin, ou j'essaye de barrer le symptôme. Ah, je Voilà. vois ce que vous voulez dire. Genre un truc psy, par exemple. Le mot qui tue. Non, ça me permet d'aller sur l'histoire de Julie. Mais c'est un truc qui fait parler, quoi, qui permet à la femme d'un seul coup de ne pas être envahie par exactement ce qu'elle a bien exprimé. C'est ce truc qui se multiplie, qui devient pratiquement monstrueux à l'intérieur. Et peut-être que parler de ça, ça peut peut-être un petit peu aider, même si c'est pas forcément psy. Je veux rester un individu à part entière, je suis une femme. Parler d'elle. Ouais, tout à Voilà. fait. Alors, Julie, justement, on va parler de vous pour savoir, excusez-moi, ce qui vous arrive. À quel moment, finalement, vos nausées sont-elles passées? Alors, ça a été à la fin du 3e mois, en fait. Donc, comme c'était prédit pour toutes les femmes, en gros, la fin du 3e mois, c'est que ça a commencé à passer. On arrivait au printemps aussi. Donc, moi, je suis très sensible aux saisons et je pense que ça m'a aussi aidée à me reconnecter un peu. Il y a eu l'écho des 3 mois qui fait qu'on se rend compte qu'il y a un bébé, en fait. Ça vous a aidé, l'écho? Beaucoup, parce que c'est vrai qu'avant ça, pour moi, c'était pas forcément une grossesse. Et là, on voit qu'il y a un bébé, donc et c'est passé comme ça. Voilà. Donc l'écho, c'était un peu un électrochoc. Oui, ça a été un électrochoc. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la première grossesse, vous avez absolument rien senti, alors que pour Gabrielle, vous avez eu plein de petits mots. Comment vous pouvez nous expliquer justement cette différence? Moi, je pense qu'il y a un très gros côté psychologique, justement, parce que le contexte des 2 grossesses était totalement différent. Ah oui. En fait, pour Alicia, le contexte était un peu idéal. On venait de se marier avec mon mari. On avait essayé pendant 8 mois, donc c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'était déjà pas mal. On était très près. Il y avait tout un contexte qui fait que quand elle est arrivée, c'était super, quoi. On était très heureux, donc on était aux anges, vraiment, complètement aux anges. Et pour Gabrielle? Pour Gabrielle, c'était un peu plus compliqué. Donc déjà, au niveau du travail, moi, j'avais arrêté de travailler. Et on s'était demandé, en fait, pour l'année 2013, s'il fallait lancer le projet bébé ou le projet professionnel. Donc c'était un peu incertain, en fait, à ce moment-là. On ne savait pas trop quoi lancer en premier, quelque part. Donc vous avez tout lancé en même temps, et c'est Gabrielle qui est arrivée en premier. Voilà, exactement. En fait, on a tout lancé en même temps, en se disant, au fond de nous-mêmes, que le projet professionnel allait peut-être plus aboutir, parce qu'on se disait que ça allait prendre du temps. Voilà. Et en fait, t'es arrivée super vite, Gabrielle. Et elle est arrivée très, très, très tes parents vite. de cours, on peut le dire comme ça. Très, très, très vite. Donc ça a été le choc, en fait, et un choc teinté. C'est arrivé un peu vite, quoi. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes. Chantal, pourquoi ça s'arrête précisément, en général, ces histoires de nausées après le 3e mois? Physiologiquement, la béance est moins grande? Qu'est-ce qui se passe? Non, la béance est à peu près la même. Par contre, la multiplication cellulaire est moins importante. C'est-à-dire que c'est sur les 8 premières semaines où il y a
cette explosion cellulaire, hein, moi je dis explosion, c'est-à-dire que si la croissance des 8 premières semaines continuait au même rythme, la tête d'un bébé serait à la fin de la grossesse la taille de la Terre. C'est juste pour vous imaginer l'explosion. Et c'est une explosion qui est silencieuse, parce que dans les 3 premières semaines, alors pour les femmes peut-être qui ont une hypersensibilité, qui se rendent compte que, voilà, que c'est Alien là, qui est à l'intérieur, peut-être que pour elles qui perçoivent ça, c'est peut-être trop, quoi, ce qui se passe là. C'est peut-être, c'est absolument pas évidemment gérable, c'est absolument pas contrôlable, la multiplication cellulaire, que ce soit dans la grossesse d'ailleurs, ou que ce soit par exemple dans un cancer, et qui est aussi une multiplication cellulaire non harmonieuse. Et Chantal, si on revient sur la part psychologique dont parlait Julia à l'instant, qui est un petit peu votre sentiment, ces histoires d'écho, c'est-à-dire se rendre compte que c'est un bébé, ça peut aussi effectivement changer la donne, progression, je ne parle pas physiologique, dans la grossesse. Le fait de mettre au monde un enfant, mais de savoir par derrière que la naissance, c'est la naissance d'un bébé, mais c'est aussi la naissance d'une mère. Et que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui va l'orienter du côté de la maternité. On va beaucoup lui parler de son futur bébé à elle. Mais savoir qu'est-ce qui change vraiment d'elle en ce moment, comment cette femme est en train de devenir une mère, ces transformations-là, il faudrait lui donner un rythme où les choses ne soient pas malgré elle, ces multiplications cellulaires, mais avec elle. Et là, il va falloir multiplier, et c'est là où je dirais oui, effectivement, psy, et c'est ça l'accompagnement, la vitesse de pensée en accord avec la vitesse de la multiplication. C'est ça le minimum de l'harmonie. C'est pas fastoche. Non, c'est pas simple. Sarah, je reprends votre histoire. À chaque fois, vos nausées sont passées après le premier trimestre. Et puis, à chaque grossesse, vous avez eu plein d'autres mots jusqu'au dernier jour du dernier trimestre, en gros, hein, pour résumer. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Vous dites que vous avez du mal à en parler, que vous avez peur d'en parler parce que vous ne voulez pas qu'on vous plaigne. Vous avez peur de vous plaindre. C'est ça, j'ai en fait un espèce de sentiment de culpabilité parce que, comme son nom l'indique, ce sont que des petits mots. Oui, enfin, petit, plus petit, plus petit. Voilà, alors forcément, dans des cas extrêmes, c'est difficile à vivre au quotidien pendant 9 mois. Mais en fait, j'essaye de relativiser énormément parce que je me dis que finalement, je suis bien chanceuse de porter un bébé qui est finalement en bonne santé. Et moi-même, je suis en bonne santé. Quand on sait que des femmes et des couples essayent d'avoir des enfants et n'y arrivent pas, ou alors des femmes sont alitées parce qu'elles ont des problèmes d'ouverture de col ou des choses qu'on connaît comme ça. Vous voulez dire c'est beaucoup moins grave, effectivement. Vous avez la chance de porter la vie. Ce qui n'a pas été la chance de votre maman, d'ailleurs, puisque vous êtes une enfant adoptée. Voilà. Est-ce que vous, si on fait la part à la part psychologique, est-ce que vous, pour vous, ça pourrait être un élément de réponse par rapport à toutes ces nausées, tous ces petits mots de grossesse? Je me suis posé la question, effectivement, mais je vis parfaitement bien mon adoption et je pense pas que ce soit lié. Effectivement, il y a un côté psychologique parce qu'on est dans des dispositions différentes. Moi, je me rappelle très bien du jour de mon mariage où la veille, je vomissais comme pas possible, le lendemain aussi, mais le jour J, j'avais la tête ailleurs, j'étais concentrée sur autre chose et j'ai réussi à faire la part des choses. Et le côté effectivement psychologique est très lié, je pense. Après, je fais pas le rapprochement spécialement avec mon adoption personnelle, mon histoire personnelle. Chantal, beaucoup de femmes comme Sarah n'osent pas trop parler de ça. C'est une erreur, selon vous? Il faudrait plutôt une erreur, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait plutôt, effectivement, affirmer davantage les choses plutôt que de les cacher? Oui, bien sûr, mais je dirais, là, j'écoute ce que dit Sarah, là, en ce moment. Je pense qu'elle a eu le modèle de sa maman adoptive, donc, pour devenir mère. Mais il y a aussi le trajet biologique, et là, il y a forcément une absence. Donc, c'est plus difficile, je pense, dans ce cas-là. Et c'est donc sur cette réflexion-là, et puis il y a aussi la culpabilité possible, je ne sais pas si vous l'éprouvez, mais justement de parler des choses physiques avec sa mère adoptive, ça risque de la renvoyer à quelque chose qu'elle n'aurait pas vécu elle-même. Et donc là, ça peut être culpabilisant, on peut être un petit peu embêté d'aborder ça, donc on le garde encore plus pour soi dans ce cas-là. Vous en parlez avec votre maman des grossesses? C'est intéressant parce que
Lors de ma première grossesse, il y avait un espèce de terrain comme ça. On ne savait pas ni l'une ni l'autre comment aborder les choses. Ma mère me disait, écoute, je ne peux pas vraiment t'aider parce que je ne connais pas. Elle m'avait donné le contact de notre médecin traitant en disant, voilà, si tu as besoin de parler, tu peux aller le avoir un voir. suivi, voilà. Et finalement, la deuxième grossesse, on en parle beaucoup plus librement. Et je lui parle au quotidien des mots que je rencontre, etc. J'échange avec elle. C'est beaucoup plus fluide. D'accord. Alors, la question, ce serait, est-ce que du coup, vous avez l'impression de mieux le vivre? Ça n'empêche pas les mots, en tout cas. Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir de partager ça avec elle. Y compris avec elle. Alors, pour lever le voile sur les petits mots de la grossesse, parfois inavouables, Ségolène Grison a rencontré Cassia. Petit catalogue de ce qui vous attend, en plus des nausées et de la fatigue. Attention, âme sensible, s'abstenir. Belle, heureuse, épanouie, une femme enceinte, c'est glamour. Mais en vrai, pour Cassia, la grossesse, c'est pas tout à fait ça. Mal au dos, mal au sein, insomnie, nausée, fatiguée. Mais en gros, c'est quand même que du bonheur. Que du bonheur. Pourtant, la liste des petits maux de la grossesse ne s'arrête pas là. Il y en a certains qu'on n'oserait pas avouer à sa meilleure copine. Une femme enceinte, du fait des transformations hormonales, tout est un peu ralenti. Donc le tube digestif, lui aussi, est très ralenti. Donc la constipation est très fréquente, surtout le premier trimestre. Bien sûr, Cassia, la constipation, connaît pas. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Le premier trimestre, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Donc, importance de boire pour hydrater. Importance d'avoir une activité physique aussi, même si on se sent un peu fatigué, un peu ralenti, etc. Et puis, de manger des fibres alimentaires. Alors voilà un petit panier anti-constipation. Ah, qu'est-ce que c'est? Merci. Si la constipation n'est pas traitée, la femme pousse, donc forcément les hémorroïdes s'installent. Pour éviter les hémorroïdes, il ne faut pas être constipé. Et pour ne pas être constipé, eh bien, il faut boire. Un petit verre au cas où. Merci. Pour éviter les hémorroïdes du premier trimestre, c'est améliorer le transit digestif. Ensuite, après, tout le long de la grossesse, lorsqu'elle s'installe par phénomène de pression, c'est les vénotoniques. Donc il n'y a que ça, c'est des prescriptions médicales qui permettent une meilleure circulation et surtout éviter les douleurs. La sudation chez la femme enceinte, on m'en parle moins souvent, mais c'est vrai que ça s'observe au niveau des mains où elles ont une sensation de bouffée de chaleur. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Il faut beaucoup boire. On a tendance à vouloir prendre des douches froides, mais c'est pire les douches froides parce que quand vous sortez de la douche, vous avez de la chaleur de l'environnement, donc, et là vous repartez avec une grande sueur. Donc il faut plutôt des douches tièdes. Alors Cassia, est-ce que vous avez eu des fuites urinaires pendant votre grossesse? Alors moi, personnellement, non. Mais j'ai une copine, à chaque fois qu'elle rit, elle fuit. La fuite urinaire ou le fameux pipi là, de 4 heures du matin, c'est extrêmement fréquent. C'est le même mécanisme que la constipation, c'est-à-dire que tout est ralenti. Le muscle de la femme, le périnée, il est très lâche et très souple. Donc il suffit de tousser, de rire. Pouf, il y a la petite fuite. Et là, une seule solution, travailler son périnée. Avoir une notion de son corps et de la contraction qu'on peut avoir au niveau du périnée, lorsque, quand on a un fou rire ou lorsqu'on va tousser, de prévenir en contractant son périnée. Les varices, les jambes surélevées, la douche froide, les crèmes, boire de l'eau. Je sais bien, merci beaucoup. La prévention, c'est les bas de contention, d'hydrater, de surélever un tout petit peu son lit pour pouvoir favoriser la circulation. Donc c'est que des petits traitements d'appoint, entre guillemets, pour pouvoir améliorer cette situation. Bon, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Vous êtes sûre que vous voulez pas des bas de contention? Non, mais ça va aller. Oui, Cassia les a pris au cas où, hein, mais elle n'en a pas besoin, évidemment. Alors, Sarah, quels sont les autres maux, à part les fortes nausées, que vous avez subies pendant vos 2 grossesses? Alors finalement, je me rends compte que je suis pas mal lotie parce que j'ai évité la constipation, les hémorroïdes. C'est cool, quelle bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que vous avez eu, vous? En fait,
Ça a été, c'est quelque chose qui, dès qu'il y a un mot qui disparaît, il y en a un autre qui prend sa place. Donc, si vous voulez, chronologiquement, pour faire très, très simple, après donc les nausées et les vomissements, il y a eu effectivement les remontées acides. Ouais. J'ai des problèmes de ligaments du bassin, j'ai le syndrome de Lacombe, donc peut-être que... C'est quoi en fait? Ça tire? C'est les ligaments du bassin qui sont distendus et du coup, j'ai du mal à tenir la position debout. D'accord. Ça vous fait mal? Très mal, c'est extrêmement douloureux. Ouais, et les remontées acides, c'est très, très désagréable. Très, très désagréable. Donc, et vous avez trouvé des façons de pallier à ces deux mots, les remontées et les ligaments? Alors, pour les deux, j'ai décidé de prendre les choses en main, encore une fois, sur la deuxième grossesse. La première grossesse, c'était un peu un test où je me suis laissée aller à la dérive en disant, bon, bah, c'est comme doit être ça. Et puis, voilà. La deuxième grossesse, non, là, pour les ligaments du bassin, je vois une ostéo très, très régulièrement. Et alors, ça vous fait qui du bien? me soulage énormément. Mais bon, elle fait un super travail, mais ça tient 4-5 jours. Et puis après, c'est reparti. Repart. De toute façon, tant qu'il y aura le poids du bébé dans ce bassin... Et pour les remontées acides, qu'est-ce que vous faites? Je suis abonnée à une marque de médicaments dont je tairai le nom. Vous prenez en permanence? Je les prends par 2 et environ 4 à 5 fois par jour. Ah oui, d'accord, Ouais. ça rigole. Chantal, concrètement, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là, elle a déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est... J'ai un peu regardé pour l'émission à travers le monde. Et ça m'a beaucoup amusée parce que selon chaque culture, la réponse aux petits mots est différente. Et notamment, par exemple, pour le syndrome de Lacombe, dont vous avez parlé, en Amérique latine, ils ferment le bassin avec des écharpes en serrant très fort, devant et derrière, essentiellement au niveau de la symphyse pubienne. Pourquoi? Parce que c'est souvent là que c'est le plus douloureux. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment par exemple de voir que les petits mots des indiennes d'Amérique native indienne étaient pratiquement inexistants par rapport aux américaines. D'accord. Voilà, c'est par exemple de voir au niveau de la France que les petits mots de la grossesse sont beaucoup plus importants chez les citadines que chez les femmes qui vivent à la campagne. Et vous l'expliqueriez comment? C'est ça. Peut-être il y a une proximité au monde animal et qu'il y a une banalisation du coup de la reproduction. C'est moins exceptionnel, extraordinaire, médicalisé peut-être parce qu'on l'a sous les yeux en permanence. Donc on s'écoute moins, on peut dire ça? On écoute autre chose. Ouais. On écoute la nature. Plus naturel. Voilà, on écoute la peut-être nature. plus naturel. Alors Julie, vos nausées sont passées vers le 4e mois. Ensuite, on peut dire qu'au 2e trimestre, vous avez eu un petit peu de répit. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé au 3e trimestre? Alors, les insomnies. Les insomnies sont arrivées avec tout le lot de questionnements internes dus à l'arrivée d'un 2e bébé. D'accord. Donc, comment on va faire, comment ça va se passer, etc. Donc, moi, j'étais à la maison aussi, je ne travaillais pas. Donc, j'avais aussi ces questions qui me revenaient. Combien de temps je vais rester à la maison? Comment ça va se passer avec les 2 petites à la maison, etc. Et donc ça, forcément, ça ne fait pas dormir tranquillement. Voilà. C'est-à-dire vous ne dormiez pas la nuit, mais vous n'arriviez pas à faire de sieste? Non, j'arrive jamais à faire de sieste. Et la nuit, non, je ne dormais pas, ça cogitait encore et encore, ça gambergeait. Et je m'endormais sur les coups de 3-4 heures jusqu'à 8 heures. Voilà, vous êtes arrivée crevée à votre accouchement, quoi? Oui, voilà, c'est ça. Je suis arrivée déjà sur les rotules. Mais oui, non, beaucoup d'insomnie. Ouais. Surtout que pour les insomnies, il n'y a pas franchement de solution. Il n'y a pas grand-chose. À part compter les moutons. Non, j'ai rien trouvé de spécial. Et j'ai accepté, en fait, parce que c'était rien comparé au début, on va dire. Et comme je m'étais quand même bien reconnectée à toute la grossesse, que j'étais redevenue très heureuse, etc., je me suis dit, bon, ça, c'est pas grand-chose, ça va passer. Je dormirai après. Et là, vous avez dit, ah non, en fait, non. En fait, non. Je dormirai un jour, voilà, plus tard. Chantal, le moyen terme occidental, on pourrait dire que c'est finalement être accompagnée par sa sage-femme, en parler avec sa sage-femme. Est-ce que les femmes sont plus libérées une fois qu'elles vous en parlent? Oui, ça serait surtout que les femmes se disent j'ai ça, j'en parle. Il n'y a pas de honte à avoir plein de manifestations au niveau de la grossesse. Il n'y a pas une bonne image de la mère. Il y a simplement des fois des mal-être et Dieu sait qu'on peut le comprendre parce que quand même la grossesse, c'est être à 2 chez soi. Et à part la schizophrénie, quand c'est physiologique, c'est qu'on est enceinte. Une grossesse. Et en fin de grossesse, en plus, c'est plus être à 2 chez soi, c'est être squatté. Et c'est ce squattage qui va entraîner le désir de l'accouchement. Oui. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, ça devienne un peu pénible
Pourquoi ? Parce qu'il s'agit quand même d'une séparation qui s'annonce. Et se séparer de quelqu'un qui vous a jamais rien fait et que vous avez plutôt souhaité, c'est pas simple. Quand déjà vous a bien emmerdé dans la vie, c'est pas simple. Donc dans ce cas-là, c'est encore moins simple. Ah, Donc, c'est hyper bien. De voir l'accouchement comme, allez, Voilà. il est temps qu'on se sépare. Hein. Il est temps qu'on se sépare. C'est beau, Chantal. Super. Moi, je dis que les femmes sont admirables. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vrai. Je le pense très, très fort. Et si vous lisez Isabelle Brabant, vous allez pouvoir compléter le livre de Chantal, bien sûr, Vivre sa grossesse et son accouchement. Je suis ravie qu'elle ait fait une couverture en dur, parce que ça se transmet de sœur en sœur et probablement à nos enfants une naissance qui existe. Vous êtes d'accord? Ouais. Et elle parle tellement bien de cette pression que nous nous mettons d'exigence en tant que femme, c'est-à-dire être une mère parfaite. Ça commence déjà dès qu'il y a quelque chose dans le ventre. Et elle nous explique, effectivement, elle revient sur ce qui marche pas. Vous avez compris, c'est de l'accompagnement individuel. Je suis toujours ravie de vous présenter les livres pour enfants qui naissent chaque année autour de la grossesse. Heureux événement chez Monsieur et Madame Cracotte. Ça va beaucoup plaire à Vincent parce que le papa est archi présent dans cette histoire. C'est Sandra Poirot-Shérif qui a écrit ça pour le Baron Perché et on y parle des états d'âme aussi bien dans le couple quand ça s'engueule parce qu'effectivement il y a toute une partie psychologique que la partie aussi état d'âme de la mère qui se pose des tas de questions, comme vous le disiez au dernier trimestre. Super joli bouquin. Et le dernier né, je ne l'ouvre pas, vous le verrez sur nos réseaux. Le bébé dans le bidou. C'est bien dit, c'est une phrase à la Elsa. Eh bien Elsa, justement, puisqu'on parle de vous, vous êtes venue avec des remèdes. 3 grossesses, vous avez été malade, vous ? Oui. Ah bah très bien. Fin de la discussion mais ou non, vous voulez développer ? J'étais ravie. C'était vraiment très sympathique. Ah, oui, j'ai été malade. Non, je suis venue en mode commando, en mode trucs et astuces. Voilà, donc on va d'abord prendre les nausées. Figurez-vous que j'ai découvert un truc merveilleux en préparant cette émission. Donc vous allez me dire, Chantal, si je dis vrai ou pas. C'est que les bracelets d'acupression fonctionnent extrêmement bien pour arrêter les nausées. Vous savez, moi j'ai testé ça pour mes enfants, pour le mal des transports en voiture. Les enfants vomissent régulièrement, l'oreille interne, etc. Eh bien, ça marcherait également pour la grossesse. On se met un petit bracelet avec le méridien, vous savez, le fameux méridien des poignets. Clic, plus de nausées. Mais vous avez essayé sur vous ou pas ? C'est trop tard, là, maintenant. Je sais, mais après une soirée alcoolisée. Oui, j'avoue, Julia, j'ai essayé, je témoigne. Donc ça, vous avez des copines, des internautes qui vous ont dit que ça marchait bien. Carrément. Et l'autre chose qui marche très bien pour les nausées, vous savez, on a une maman qui nous en avait parlé l'année dernière, du gingembre. Alors, on connaissait le gingembre pour ses vertus aphrodisiaques, voilà. Maintenant, il existe des gélules. C'est ça que vous preniez ? Vous avez pris. Et alors ? Ça marche. Ça marche. Voilà. Oui, il faut en prendre beaucoup par jour, par contre. Oui. Mais ça marche bien. Ah bah génial. Sur les nausées. J'ai une statistique pour vous dire que 84% des femmes qui ont testé, donc vous faites partie de ces 84%-là, estiment qu'elles ont beaucoup moins de nausées depuis qu'elles prennent ces petites gélules. Brevetées, formule extraordinaire, c'est tout naturel, en plus, c'est merveilleux. Bon bah ça serait dommage de se priver. Pour les remontées acides, qu'est-ce que vous avez, ma bonne dame ? Ça j'ai connu jusqu'à la fin, donc... Je salue toutes celles qui vivent ce moment-là. On est copines de Et qu'est-ce que vous preniez, vous, à l'époque ? Eh bien, écoutez, moi, je prenais tout un tas de médicaments qu'on trouve dans toutes les bonnes pharmacies du coin, que je ne citerai pas, voilà, en petits sachets qu'on s'enquille comme ça régulièrement. Mais ce qui fonctionne pas mal également, c'est l'ostéopathie. Figurez-vous que comme le diaphragme, il est hyper tendu comme ça et que ça facilite aussi toutes ces remontées-là, une bonne petite détente. Et chez son ostéopathe, ça marche très bien. Donc, j'invite toutes les mamans, conseil de forumeuses, d'aller voir leur ostéopathe pour limiter justement ces remontées acides. Très bien. Le dos et les ligaments, on fait quoi, ma bonne dame ? J'ai pensé à vous. Alors ? Pas de bol. Bon, alors un truc qui marche super bien. Non, mais vous allez voir, peut-être que je vais sauver la fin de la grossesse. Un truc qui marche très très bien, vous savez, c'est cette fameuse ceinture dont j'avais parlé. Je l'ai. Et ben voilà, elle marche très bien cette ceinture. Parce que vous en pensez quoi, Chantal, vous ? Je pense que c'est une bonne solution. Bon, j'ai oublié de dire qu'évidemment, ce qui est donné habituellement, c'est du magnésium et de la vitamine B. C'est le traitement classique du syndrome de Lancôme. D'accord. Et ça, cette ceinture, c'est pas mal, non ? Non, mais c'est bien. Vous l'avez, vous, Sarah ? Je l'ai, c'est vraiment très bien quand on est en position debout. Effectivement, on se serre énormément le bassin, Mais alors, quand on est assis, ça sert un peu à rien. Ah non, mais il faut rester debout, quoi. Voilà, faut rester debout, ça fonctionne très bien. Et ça limite aussi les problèmes circulatoires. Je ne sais pas si vous en êtes sujette, mais en l'occurrence, ça fonctionne très bien aussi. Et c'est Bernadette de Gasquet qui a mis
son OK, son tampon validé. Si Bernadette a dit OK, on peut y aller. Hein. Donc je veux juste spécifier en fait à toutes les internautes qui nous regardent, qui sont enceintes, que si elles veulent se procurer cette ceinture, allez sur le site internet parce qu'on vous explique comment la mettre. L'idée, c'est pas de la mettre sur le ventre, on a bien compris. Il y a une position très claire pour faire en sorte que ça fonctionne et pas que ça fasse un effet juste placebo. Très bien, Elsa, merci beaucoup. Merci également à vous, Julie, merci Sarah et merci Chantal Birmont d'être venue sur le plateau des maternelles ce matin. Merci à Magali Massa également d'avoir préparé ce dossier. De ça peut peut-être un petit peu aider, même si c'est pas forcément psy. Je veux rester un individu à part entière, je suis une femme. Parler d'elle. Tout à fait. Alors, Julie, justement, on va parler de vous pour savoir, excusez-moi, ce qui vous arrive. À quel moment, finalement, vos nausées sont-elles passées ? Alors, ça a été à la fin du 3e mois, en fait. Donc, comme c'était prédit pour toutes les femmes, en gros, la fin du 3e mois, c'est que ça a commencé à passer. On arrivait au printemps aussi. Donc, moi, je suis très sensible aux saisons et je pense que ça m'a aussi aidée à me reconnecter un peu. Il y a eu l'écho des 3 mois qui fait qu'on se rend compte qu'il y a un bébé, en fait. Ça vous a aidé, l'écho ? Beaucoup, parce que c'est vrai qu'avant ça, pour moi, c'était pas forcément une grossesse. Et là, on voit qu'il y a un bébé, donc... et c'est passé comme ça, voilà. Donc, l'écho, c'était un peu un électrochoc. Oui, ça a été un électrochoc. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la première grossesse, vous avez absolument rien senti, alors que pour Gabrielle, vous avez eu plein de petits mots. Comment vous pouvez nous expliquer justement cette différence ? Moi, je pense qu'il y a un très gros côté psychologique, justement, parce que le contexte des 2 grossesses était totalement différent. Ah oui. En fait, pour Alicia, le contexte était un peu idéal. On venait de se marier avec mon mari. On avait essayé pendant 8 mois, donc c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'était déjà pas mal. On était très près. Il y avait tout un contexte qui fait que quand elle est arrivée, c'était super, quoi. On était très heureux. Donc, on était aux anges, vraiment, complètement aux anges. Et pour Gabrielle ? Pour Gabrielle, c'était un peu plus compliqué. Donc, déjà, au niveau du travail, moi, j'avais arrêté de travailler. Et on s'était demandé, en fait, pour l'année 2013, s'il fallait lancer le projet bébé ou le projet professionnel. Donc, c'était un peu incertain, en fait, à ce moment-là. On ne savait pas trop quoi lancer en premier, quelque part. Donc, vous avez tout lancé en même temps, et c'est Gabrielle qui est arrivée en premier. Voilà, exactement. En fait, on a tout lancé en même temps, en se disant, au fond de nous-mêmes, que le projet professionnel allait peut-être plus aboutir, parce qu'on se disait que ça allait prendre du temps, voilà. Et en fait, t'es arrivée super vite, Gabrielle. Elle est arrivée très vite. Tes parents de cours, on peut le dire comme ça. Très vite. Donc, ça a été le choc, en fait, et un choc teinté. C'est arrivé un peu vite, quoi. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes. Chantal, pourquoi ça s'arrête, précisément, en général, ces histoires de nausées après le 3e mois ? Physiologiquement, la béance est moins grande, qu'est-ce qui se passe ? Non, la béance est à peu près la même. Par contre, la multiplication cellulaire est moins importante. C'est-à-dire que c'est sur les 8 premières semaines où il y a cette explosion cellulaire. Moi, je dis explosion, c'est-à-dire que si la croissance des 8 premières semaines continuait au même rythme, la tête d'un bébé serait à la fin de la grossesse la taille de la Terre. C'est juste pour vous imaginer l'explosion. Et c'est une explosion qui est silencieuse, parce que dans les 3 premières semaines, alors pour les femmes peut-être qui ont une hypersensibilité, qui se rendent compte que, que c'est Alien là, qui est à l'intérieur, peut-être que pour elles qui perçoivent ça, c'est peut-être trop, ce qui se passe là. C'est peut-être, c'est absolument pas évidemment gérable, c'est absolument pas contrôlable, la multiplication cellulaire, que ce soit dans la grossesse d'ailleurs, ou que ce soit par exemple dans un cancer, et qui est aussi une multiplication cellulaire non harmonieuse. Et Chantal, si on revient sur la part psychologique dont parlait Julia à l'instant, qui est un petit peu votre sentiment, ces histoires d'écho, c'est-à-dire se rendre compte que c'est un bébé, ça peut aussi effectivement changer la donne, progression, je ne parle pas physiologique dans la grossesse. Le fait de mettre au monde un enfant, mais de savoir par derrière que la naissance, c'est la naissance d'un bébé, mais c'est aussi la naissance d'une mère. Et que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui va l'orienter du côté de la maternité. On va beaucoup lui parler de son futur bébé à elle. Mais savoir qu'est-ce qui change vraiment
d'elle en ce moment, comment cette femme est en train de devenir une mère, ces transformations-là, il faudrait lui donner un rythme où les choses ne soient pas malgré elle, ces multiplications cellulaires, mais avec elle. Et là, il va falloir multiplier, et c'est là où je dirais oui, effectivement, psy, et c'est ça l'accompagnement, la vitesse de pensée en accord avec la vitesse de la multiplication. C'est ça le minimum de l'harmonie. C'est pas fastoche. Non, c'est pas simple. Sarah, je reprends votre histoire. À chaque fois, vos nausées sont passées après le premier trimestre. Et puis, à chaque grossesse, vous avez eu plein d'autres maux jusqu'au dernier jour du dernier trimestre, en gros, pour résumer. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Vous dites que vous avez du mal à en parler, que vous avez peur d'en parler parce que vous ne voulez pas qu'on vous plaigne. Vous avez peur de vous plaindre? C'est ça, j'ai en fait un espèce de sentiment de culpabilité parce que, comme son nom l'indique, ce sont que des petits mots. Oui, enfin, petit, plus petit, plus petit. Voilà, alors forcément, dans des cas extrêmes, c'est difficile à vivre au quotidien pendant 9 mois. Mais en fait, j'essaye de relativiser énormément parce que je me dis que finalement, je suis bien chanceuse de porter un bébé qui est finalement en bonne santé. Et moi-même, je suis en bonne santé. Quand on sait que des femmes et des couples essayent d'avoir des enfants et n'y arrivent pas, ou alors des femmes sont alitées parce qu'elles ont des problèmes d'ouverture de col ou des choses qu'on connaît comme ça. Vous voulez dire c'est beaucoup moins grave, effectivement. Vous avez la chance de porter la vie. Ce qui n'a pas été la chance de votre maman, d'ailleurs, puisque vous êtes une enfant adoptée. Voilà. Est-ce que vous, si on fait la part à la part psychologique, est-ce que pour vous, ça pourrait être un élément de réponse par rapport à toutes ces nausées, tous ces petits maux de grossesse? Je me suis posé la question, effectivement, mais je vis parfaitement bien mon adoption et je pense pas que ce soit lié. Effectivement, il y a un côté psychologique parce qu'on est dans des dispositions différentes. Moi, je me rappelle très bien du jour de mon mariage où la veille, je vomissais comme pas bien. Donc, c'est des gélules. Et alors, ça a marché sur vous ou pas? Ça a marché pour les nausées, mais comme j'avais pas que ça, j'avais aussi des remontées acides, des ballonnements, enfin voilà, tout le bazar. Ça a marché sur les nausées, pas sur le reste. Mais bon, ça a quand même un petit peu marché. Mais alors du coup, comment vous avez vécu cette grossesse, vous, avec tous ces maux partout? Très mal. Le début a été très très mal vécu. Je comprenais pas ce qui se passait parce que pour Alicia, j'avais pas du tout eu ça, mais alors absolument pas. Là, ça m'est tombé dessus d'un coup, même si je savais que ça existait, je pensais pas que c'était à ce point et que c'était aussi fort. Donc je l'ai très très mal vécu. J'étais déconnectée complètement de la grossesse. Ah oui, vous ne pensiez plus trop à votre bébé en tant que tel? Non, pas du tout. Pour moi, c'était pas un bébé. Il y avait quelque chose qui était en train de me manger les tripes d'intérieur. Comme un virus, un parasite. Voilà, c'est ça. C'était très péjoratif. Quand on voit la tête du parasite. Oui, voilà. Donc maintenant, c'est plus du tout ça. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Je l'ai très très mal vécu. Sarah, donc vous avez un petit garçon de 2 ans et demi, Élie, et vous êtes actuellement enceinte de 7 mois. Et alors vous, les petits mots de la grossesse, pareil, ça vous connaît. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé au début de vos 2 grossesses? Alors, pour mes 2 grossesses, il s'est passé un petit peu la même chose au début. Donc, peut-être encore plus que des nausées, moi j'allais jusqu'au bout. Et j'ai fait un tête-à-tête de 4 mois avec la cuvette des toilettes. C'est pas vrai. Jour et nuit. Donc plusieurs fois par jour? Oui, voilà. C'était incessant, quoi que je mange, même si je mangeais rien. Voilà. Quelle horreur. Ouais. Et alors vous, qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour soulager tout ça? Alors la première grossesse, j'ai pris ça en fait un peu comme une fatalité parce que effectivement c'est connu, c'est de notoriété publique. Les femmes au début ont des nausées, voire vomissent. Et la deuxième grossesse, j'ai pris les choses un peu plus en main en me disant cette fois-ci je me laisserai pas faire. Et je suis allée voir une acupunctrice. J'avais entendu dire que l'acupuncture pouvait soulager ça. Et effectivement, elle m'a vraiment beaucoup aidée parce que du coup, les vomissements se sont plutôt transformés en nausées. Donc, j'allais pas jusqu'au bout du processus. Et voilà, j'arrivais à garder un petit déjeuner toute la journée. D'accord, c'était pas très agréable, mais c'était beaucoup plus supportable que lors de la première grossesse, en tout cas. Voilà, après, je sais pas si, pour comparer, vraiment, si on peut donner une échelle de tolérance, mais bon, en tout cas, ça allait mieux, quoi. Voilà, j'avais pas l'œsophage complètement brûlé pendant 4 mois. Alors, je crois qu'il y a des odeurs aussi qui vous ont été insupportables. Oui, alors c'est marrant, surtout pour la première grossesse. L'odeur de la lessive, par exemple. J'ai dû changer de lessive. Ah bon? Parce que je ne pouvais plus rentrer dans mon appartement alors que le linge séchait. J'allais tout de suite vomir. Cette lessive, en plus... En plus, il fallait refaire une lessive. Oui. C'était infernal. Et dès que je la sentais, dès que je la croisais, c'est une lessive en plus bon marché, utilisée par pas mal de personnes, me provoquait cette réaction.
Et même 3 ans après, puisque c'était pour ma première grossesse, je ne peux toujours plus sentir cette lessive. Cette lessive, vous êtes dégoûtée. Dégoûtée complètement. Donc j'ai changé. Un jour, je suis allée au supermarché, j'ai ouvert tous les bidons de lessive et j'ai senti laquelle sur laquelle vous ne vomissiez pas. Voilà. Et je crois que vous avez été dégoûtée, ça m'a beaucoup étonnée quand j'ai lu votre histoire, par la salade verte. Oui. C'est pas d'odeur, la salade, si? Alors, a priori, pour moi, la salade n'avait aucune odeur, jusqu'au jour où, au moment où j'épluche la salade, je la lave comme il faut, etc., je prends conscience que la salade a une odeur terrible. Mince. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se figurer à quel point on est dérangé par certaines odeurs. Ouais. Bon, il y avait le poulet rôti, je crois aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui vous ont gêné en termes d'odeur. Voilà. Alors, Chantal Birman, on va essayer de prendre les choses une par une. On va commencer par ces fameuses nausées traditionnelles. À quoi elles sont dues et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'atténuer l'affaire? D'accord. Alors, c'est essentiellement dû, on va dire, à la béance du cardia et du pylore, qui sont les 2 muscles qui ferment l'estomac. Et pendant la grossesse, ces muscles vont devenir un peu béants. S'écarter. Ils s'écartent, voilà. Ouais. Ils se serrent moins, ce qui fait qu'il y a des remontées. Voilà. Mais pour toutes les femmes, hein, c'est-à-dire, voilà. Donc, alors après, il y a aussi une hypersensibilité et au goût et aux odeurs qui vont se trouver, et ça, c'est davantage hormonal. Donc, c'est plus en rapport avec les hormones. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Manger fractionné, c'est ce que vous disiez. Oui, elle a dit manger fractionné, le gingembre, l'eau citronnée aussi, c'est une des choses qu'on peut demander. Ou citronnée, c'est ça? Oui, gazeuse ou citronnée, oui, tout à fait. Ça, c'est tous les petits trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les traitements homéopathiques, comme vous avez dit, l'acupuncture. Manger avant de se lever, un petit biscuit, on entendait. Oui, ça peut. En même temps, certains biscuits, il y a certaines femmes qui vont avoir des nausées. Et en plus, il faut voir avec la personne, c'est-à-dire que c'est à chaque fois individuel. Oui. Mais moi, je dirais quand même que à chaque fois, c'est une expression corporelle. Et que peut-être réfléchir avec la femme, et c'est peut-être ça l'accompagnement d'une sage-femme, qu'est-ce qui veut dire le corps quand il fait ça? Une fois qu'on a expliqué tout ça, et une fois évidemment qu'on a donné les petits trucs, mais c'est quand même des petits trucs. Et c'est peut-être intéressant d'essayer d'avoir une autre lecture que la lecture symptôme, je barre le symptôme avec un petit machin, ou j'essaye de barrer le symptôme. Ah, je vois ce que vous voulez dire, genre un truc psy. Par exemple, le mot qui tue. Non, ça me permet d'aller sur l'histoire de Julie. Mais c'est un truc qui fait parler, qui permet à la femme, d'un seul coup, de ne pas être envahie par exactement ce qu'elle a bien exprimé. Ce truc qui se multiplie, qui devient pratiquement monstrueux à l'intérieur. Et peut-être que parler... Alors, Sarah, quels sont les autres mots, à part les fortes nausées, que vous avez subies pendant vos 2 grossesses? Alors finalement, je me rends compte que je suis pas mal lotie parce que j'ai évité la constipation, les hémorroïdes. C'est cool, quelle bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que vous avez eu, vous? En fait, ça a été, c'est quelque chose qui, dès qu'il y a un mot qui disparaît, il y en a un autre qui prend sa place. Donc, si vous voulez, chronologiquement, pour faire très, très simple, après donc les nausées et les vomissements, il y a eu effectivement les remontées acides. Ouais. J'ai des problèmes de ligaments du bassin, j'ai le syndrome de Lacombe, donc peut-être que... c'est quoi en fait? Ça tire? C'est les ligaments du bassin qui sont distendus et du coup j'ai du mal à tenir la position debout. D'accord. Ça vous fait mal? Très mal, c'est extrêmement douloureux. Ouais, et les remontées acides, c'est très très désagréable. Très très désagréable. Donc, et vous avez trouvé des façons de pallier à ces 2 mots, les remontées et les ligaments? Alors pour les 2, j'ai décidé de prendre les choses en main encore une fois sur la 2e grossesse. La première grossesse, c'était un peu un test où je me suis laissée aller à la dérive en disant c'est comme ça. Doit être ça. Et puis voilà. La 2e grossesse, non, là pour les ligaments du bassin, je vois une ostéo très très régulièrement. Et alors, ça vous fait du bien? Qui me soulage énormément, mais bon, elle fait un super travail, mais ça tient 4-5 jours et puis après c'est reparti. De toute façon, tant qu'il y aura le poids du bébé dans ce bassin. Et pour les remontées acides, qu'est-ce que vous faites? Je suis abonnée à une marque de médicaments dont je tairai le nom. Vous prenez en permanence? Je les prends par 2 et environ 4 à 5 fois par jour. Ah oui, d'accord, ça rigole. Chantal, concrètement, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là, elle a déjà dit beaucoup de choses.
Ce qui est intéressant, c'est j'ai un peu regardé pour l'émission à travers le monde et ça m'a beaucoup amusé parce que selon chaque culture, la réponse aux petits mots est différente. Et notamment, par exemple, pour le syndrome de Lancôme dont vous avez parlé, en Amérique latine, ils ferment le bassin avec des écharpes en serrant très fort, devant et derrière, essentiellement au niveau de la symphyse pubienne. Pourquoi ? Parce que c'est souvent là que c'est le plus douloureux. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment par exemple de voir que les petits mots des indiennes d'Amérique native indienne étaient pratiquement inexistants par rapport aux américaines. D'accord. Voilà, c'est par exemple de voir au niveau de la France que les petits mots de la grossesse sont beaucoup plus importants chez les citadines que chez les femmes qui vivent à la campagne. Et vous l'expliqueriez comment, c'est ça ? Peut-être il y a une proximité au monde animal et qu'il y a une banalisation du coup de la reproduction. C'est moins exceptionnel, extraordinaire, médicalisé peut-être parce qu'on l'a sous les yeux en permanence. Donc on s'écoute moins, on peut dire ça ? On écoute autre chose. On écoute la nature. Plus naturel. Voilà, peut-être plus naturel. Alors Julie, vos nausées sont passées vers le 4e mois. Ensuite, on peut dire qu'au 2e trimestre, vous avez eu un petit peu de répit. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé au 3e trimestre ? Alors, les insomnies sont arrivées avec tout le lot de questionnements internes dus à l'arrivée d'un 2e bébé. D'accord. Donc, comment on va faire, comment ça va se passer, etc. Donc, moi, j'étais à la maison aussi, je ne travaillais pas. Donc, j'avais aussi ces questions qui me revenaient. Combien de temps je vais rester à la maison ? Comment ça va se passer avec les 2 petites à la maison ? Etc. Et donc ça, forcément, ça ne fait pas dormir tranquillement. Voilà. C'est-à-dire vous ne dormiez pas la nuit, mais vous n'arriviez pas à faire de sieste ? Non, j'arrive jamais à faire de sieste. Et la nuit, non, je ne dormais pas, ça cogitait encore et encore, ça gambergeait. Et je m'endormais sur les coups de 3-4 heures jusqu'à 8 heures. Voilà, vous êtes arrivée crevée à votre accouchement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis arrivée déjà sur les rotules. Mais oui, non, beaucoup d'insomnie. Ouais. Surtout que pour les insomnies, il n'y a pas franchement de solution. Il n'y a pas grand-chose. À part compter les moutons. Non, j'ai rien trouvé de spécial. Et j'ai accepté, en fait, parce que c'était rien comparé au début, on va dire. Et comme je m'étais quand même bien reconnectée à toute la grossesse, que j'étais redevenue très heureuse, etc., je me suis dit, ça, c'est pas grand-chose, ça va passer. Je dormirai après. Et là, vous avez dit, non, en fait, non. En fait, non. Je dormirai un jour, plus tard. Chantal, le moyen terme occidental, on pourrait dire que c'est finalement être accompagnée par sa sage-femme, en parler avec sa sage-femme. Est-ce que les femmes sont plus libérées une fois qu'elles vous ont parlé ? Oui, ça serait surtout que les femmes se disent j'ai ça, j'en parle. Il n'y a pas de honte à avoir plein de manifestations au niveau de la grossesse. Il n'y a pas une bonne image de la mère. Il y a simplement des fois des mal-être et Dieu sait qu'on peut le comprendre parce que quand même la grossesse, c'est être à 2 chez soi. Et à part la schizophrénie, quand c'est physiologique, c'est qu'on est enceinte. Une grossesse. Et en fin de grossesse, en plus, c'est plus être à 2 chez soi, c'est être squatté. Et c'est ce squattage qui va entraîner le désir de l'accouchement. Oui. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, ça devienne un peu pénible. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit quand même d'une séparation qui s'annonce. Et se séparer de quelqu'un qui vous a jamais rien fait et que vous avez plutôt souhaité, c'est pas simple. Quand déjà vous a bien emmerdé dans la vie, c'est pas simple. Donc dans ce cas-là, c'est encore moins simple. Donc, c'est hyper bien. De voir l'accouchement comme, allez, il est temps qu'on se sépare. Hein. Il est temps qu'on se sépare. C'est beau. Super. Moi, je dis que les femmes sont admirables. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vrai. Je le pense très, très fort. Et si vous lisez Isabelle Brabant, vous allez pouvoir compléter le livre de Chantal. Bien sûr, vivre sa grossesse et son accouchement. Je suis ravie qu'elle ait fait une couverture en dur, parce que ça se transmet de sœur en sœur et probablement à nos enfants. C'est possible le lendemain aussi, mais le jour J, j'avais la tête ailleurs, j'étais concentrée sur autre chose et j'ai réussi à faire la part des choses. Et le côté effectivement psychologique est très lié, je pense. Après, je ne fais pas le rapprochement spécialement avec mon adoption personnelle, mon histoire personnelle. Chantal, beaucoup de femmes comme Sarah n'osent pas trop parler de ça. C'est une erreur, selon vous ? Il faudrait plutôt une erreur, vous voyez ce que je veux dire ? Il faudrait plutôt, effectivement, affirmer davantage les choses plutôt que de les cacher ? Oui, bien sûr, mais je dirais, là, j'écoute ce que dit Sarah, là, en ce moment. Je pense qu'elle a eu le modèle de sa maman adoptive, donc, pour devenir mère. Mais il y a aussi le trajet biologique, et là, il y a forcément une absence.
Donc, c'est plus difficile, je pense, dans ce cas-là. Et c'est donc sur cette réflexion-là, et puis il y a aussi la culpabilité possible, je ne sais pas si vous l'éprouvez, mais justement de parler des choses physiques avec sa mère adoptive, ça risque de la renvoyer à quelque chose qu'elle n'aurait pas vécu elle-même. Et donc là, ça peut être culpabilisant, on peut être un petit peu embêté d'aborder ça, donc on le garde encore plus pour soi dans ce cas-là. Vous en parlez avec votre maman des grossesses ? C'est intéressant parce que lors de ma première grossesse, il y avait un espèce de terrain comme ça. On ne savait pas ni l'une ni l'autre comment aborder les choses. Ma mère me disait, écoute, je ne peux pas vraiment t'aider parce que je ne connais pas. Elle m'avait donné le contact de notre médecin traitant en disant, voilà, si tu as besoin de parler, tu peux aller le voir. Suivi, voilà. Et finalement, la deuxième grossesse, on en parle beaucoup plus librement. Et je lui parle au quotidien des mots que je rencontre, etc. J'échange avec elle. C'est beaucoup plus fluide. D'accord. Alors, la question, ce serait, est-ce que du coup, vous avez l'impression de mieux le vivre ? Ça n'empêche pas les mots, en tout cas. Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir de partager ça avec elle. Y compris avec elle. Alors, pour lever le voile sur les petits mots de la grossesse, parfois inavouables, Ségolène Grison a rencontré Cassia, petit catalogue de ce qui vous attend, en plus des nausées et de la fatigue. Attention, âme sensible, s'abstenir. Belle, heureuse, épanouie, une femme enceinte, c'est glamour. Mais en vrai, pour Cassia, la grossesse, c'est pas tout à fait ça. Mal au dos, mal au sein, insomnie, nausée, fatiguée, mais en gros, c'est quand même que du bonheur. Que du bonheur. Pourtant, la liste des petits maux de la grossesse ne s'arrête pas là. Il y en a certains qu'on n'oserait pas avouer à sa meilleure copine. Une femme enceinte, du fait des transformations hormonales, tout est un peu ralenti. Donc le tube digestif, lui aussi, est très ralenti, donc la constipation est très fréquente, surtout le premier trimestre. Bien sûr, Cassia, la constipation, connaît pas. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Le premier trimestre, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Donc, importance de boire pour hydrater, importance d'avoir une activité physique aussi, même si on se sent un peu fatigué, un peu ralenti, etc. Et puis, de manger des fibres alimentaires. Alors voilà un petit panier anti-constipation. Ah, qu'est-ce que c'est ? Merci. Si la constipation n'est pas traitée, la femme pousse, donc forcément les hémorroïdes s'installent. Pour éviter les hémorroïdes, il ne faut pas être constipé. Et pour ne pas être constipé, eh bien, il faut boire. Un petit verre au cas où. Merci. Pour éviter les hémorroïdes du premier trimestre, c'est améliorer le transit digestif. Ensuite, après, tout le long de la grossesse, lorsqu'elle s'installe par phénomène de pression, c'est les vénotoniques. Donc, il n'y a que ça, c'est des prescriptions médicales qui permettent une meilleure circulation et surtout éviter les douleurs. La sudation chez la femme enceinte, on m'en parle moins souvent, mais c'est vrai que ça s'observe au niveau des mains où elles ont une sensation de bouffée de chaleur. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Il faut beaucoup boire. On a tendance à vouloir prendre des douches froides, mais c'est pire les douches froides parce que quand vous sortez de la douche, vous avez de la chaleur de l'environnement, donc, et là vous repartez avec une grande sueur. Donc il faut plutôt des douches tièdes. Alors Cassia, est-ce que vous avez vu des fuites urinaires pendant votre grossesse ? Alors moi, personnellement, non. Mais j'ai une copine, à chaque fois qu'elle rit, elle fuit. La fuite urinaire ou le fameux pipi là, de 4 heures du matin, c'est extrêmement fréquent. C'est le même mécanisme que la constipation, c'est-à-dire que tout est ralenti. Le muscle de la femme, le périnée, il est très lâche et très souple. Donc il suffit de tousser, de rire. Pouf, il y a la petite fuite. Et là, une seule solution, travailler son périnée. Avoir une notion de son corps et de la contraction qu'on peut avoir au niveau du périnée, lorsque, quand on a un fou rire ou lorsqu'on va tousser, de prévenir en contractant son périnée. Les varices, les jambes surélevées, la douche froide, les crèmes, boire de l'eau. Je sais bien, merci beaucoup. La prévention, c'est les bas de contention, d'hydrater, de surélever un tout petit peu son lit pour pouvoir favoriser la circulation. Donc c'est que des petits traitements d'appoint, entre guillemets, pour pouvoir améliorer cette situation.
Bon, bah merci beaucoup. Hein. Au revoir. Vous êtes sûr, vous voulez pas des bas de contention? Non, mais ça va aller. Oui, Cassia les a pris au cas où, hein, mais elle n'en a pas besoin, évidemment. Alors, vous vous imaginiez en pleine forme, portant fièrement vos rondeurs de femme enceinte, comme Demi, Britney ou Gisèle en une des magazines. Mais la réalité, c'est que vous êtes assaillis par une multitude de petits désagréments qui rendent votre quotidien ultra pénible. Insomnie, nausées, fatigue, mal de dos et j'en passe. Pas forcément des meilleurs, Vincent, mais j'ai décidé de vous épargner un petit peu. Ce matin, ce n'est pas du sexisme, Brigitte, c'est simplement que Vincent n'aime pas qu'on parle de varices vulvaires. Ah, mais c'est pas vrai! Sinon, il tourne de l'œil, c'est tout. Nathalie, elles en disent quoi, nos maternautes? Pensez-vous que les petits mots empêchent de profiter pleinement de la grossesse? Vous ne serez pas surpris. Oui, à 65%, non à 35%. J'imagine que ces chiffres corroborent peut-être le nombre de femmes qui vivent des maux de la grossesse. C'est ça, les 35% n'ont jamais vomi, par exemple. Exactement. C'est possible en tout cas. À suivre. Eh bien, ces petits mots, on va en faire le tour et leur régler leur compte. Pas plus tard que maintenant, Nathalie, on va rejoindre nos invités. Merci beaucoup, Brigitte Grézy, d'avoir été avec nous ce matin. On accueille nos invités. Je commence par Julie. Bonjour Julie, bienvenue à vous. Vous venez d'Île-de-France. Vous êtes la maman d'Alicia qui a 2 ans et demi et de Gabrielle qui a 3 mois, qui vient d'ouvrir les yeux. Peut-être que j'ai parlé un peu fort. Votre première grossesse est super bien passée, mais votre deuxième a été beaucoup plus compliquée. Vous avez souffert de nombreuses nausées et aussi d'insomnie. Vous nous direz ce qui a été différent entre vos 2 grossesses. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Sarah, bienvenue à vous également. Vous venez aussi d'Île-de-France. Vous êtes la maman d'Élie, votre petit garçon de 2 ans et demi, et vous êtes enceinte de 7 mois, c'est ça? Félicitations à vous. Même si pour vous, grossesse rythme avec grosse galère, vous avez mal partout, mais vous prenez ça, on le voit, avec le sourire. Vous allez nous raconter tout cela pendant cette émission. Chantal Birman, bonjour. Vous êtes sage-femme, auteure de l'ouvrage Au Monde qui est ressorti aux éditions Point, et aussi du DVD Ma préparation à la naissance, signé Chantal Birman. Nous sommes ravis de vous revoir au maternel. On avait Brigitte Grézy à l'instant. Je rappelle que vous êtes probablement la seule sage-femme pour l'instant à être un peu épinglée du côté de la Légion d'honneur. Donc voilà, bravo. Alors, pour venir à notre sujet, il y a eu une réaction de Mathilde sur Facebook, sur nos réseaux, qui nous disait « Je ne sais pas vraiment s'il y a une grossesse idyllique, ça dépend de l'acceptation des changements, aussi bien physiques que psychologiques, qu'apporte une grossesse. » On voit là déjà une réflexion qui est très en cours. Pourquoi finalement certaines femmes, plutôt que d'autres, en fait, sont sensibles à ces maux de la grossesse? Et même sur une même femme, selon les grossesses, elle ne va pas vivre les choses de la même façon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des grosses transformations du corps des femmes pendant les grossesses. La multiplication cellulaire sur les 8 premières semaines, c'est énorme, c'est une explosion cellulaire. Pour pouvoir faire cette explosion cellulaire, il va falloir oxygéner les cellules de la femme et donc de l'œuf, c'est-à-dire du placenta, du bébé et de l'eau. Et pour pouvoir faire tout ça, eh bien, la femme, avec ses propres cellules, va être obligée d'oxygéner ces cellules-là. Et donc, elle va hémodiluer son sang, c'est-à-dire qu'elle va arriver à une grosse anémie pendant la grossesse. Cette grosse anémie va entraîner que pour compenser cette anémie, elle va accélérer son cœur. Le rythme cardiaque d'une femme à partir de 6 mois de grossesse, par exemple, hein, pour vous donner une idée, c'est le rythme cardiaque de quelqu'un qui serait sur une marche rapide jour et nuit. Oh là, c'est crevant. Donc c'est juste pour vous dire que oui, forcément, on est fatigué. Donc la dernière consultation de grossesse, elles viennent, les femmes, elles vous disent « j'en peux plus, je suis crevée, et qu'est-ce que je peux faire ?» Accoucher. Et pourquoi il y a des femmes pour qui ça passe comme ça? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi il y a des femmes qui me disent « mais non, moi je suis très en forme, elle monte !» Non, elle ne mente pas. Alors, tous les corps se transforment en gros à peu près de la même façon. On va accepter les grossesses gémellaires, etc. Par contre, la façon de vivre ces transformations va être extrêmement différente d'une femme à l'autre, selon son histoire, mais même sur le même corps de femme, d'une grossesse à l'autre. Ouais. C'est fou. Alors Julie, votre fille aînée Alicia a donc 2 ans et demi.
Oh, mais me regarde pas comme ça, Gabrielle. Ah, c'est trop mignon. Elle est adorable, votre fille. Elle hésite entre le sommeil et je vous capte. Elle est absolument magnifique. Donc Alicia, qu'on n'a pas sur le plateau, mais a donc 2 ans et demi. Et pour elle, vous avez eu une grossesse, mais alors idyllique. Par contre, pour toi, Gabrielle, la grossesse, ça n'a pas été super facile, voire très compliqué. Dès le test de grossesse positif, en fait, vous avez commencé à ressentir des nausées directes. Racontez-nous. Oui, donc j'avais beaucoup de nausées du matin au soir, beaucoup d'indigestion, une sensation de mal-être permanent. Je me levais, j'étais mal jusqu'au coucher. Et ça a duré 2 mois et demi, 2 bons mois et demi. Comme si on avait mangé quelque chose de pas frais. C'est ça, voilà. C'est en fait comme si je me réveillais chaque matin et que je mangeais un œuf pas frais et que je le payais toute la journée. Et le soir, je me couchais. Et c'était rebelote tout le long. Pendant 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi. C'est long. Et qu'est-ce que vous avez essayé, vous, pour soulager justement ces nausées? Alors, je suis allée sur les forums pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et en fait, donc c'était de l'eau gazeuse, par exemple, boire beaucoup d'eau gazeuse. Avant de mettre un pied au sol, me prendre des petits biscuits secs, fractionner les repas. Ça a marché, mais pas tant que ça finalement. Et sur la fin, j'avais trouvé un traitement en fait à base de gingembre bio. Apparemment, ça marchait